Bonjour à tous, cet enregistrement porte sur le 5e chapitre, le 18e siècle et Jean-Jacques Rousseau. C'est le 5e chapitre qui clôt la première partie sur l'histoire et la philosophie de l'éducation. Nous sommes donc au 18e siècle. Au 18e, il y a une civilisation, la civilisation chrétienne, qui a plus de 1000 ans. C'est énorme. Mais cette civilisation-là ne disparaît pas. Elle se transforme dans une nouvelle configuration sociale. Ce mouvement de bascule civilisationnelle s'est mis en place tranquillement au XIIIe et XIVe siècle, puis à la Renaissance au XVe et au XVIe siècle, on l'a déjà vu. Mais là, il va prendre de l'ampleur au XVIIe et au XVIIIe siècle, c'est le mouvement définitif, c'est la véritable ouverture de la modernité. C'est le siècle de la radicalisation du mouvement de modernisation qui s'était amorcé au XIVe siècle. Ce qui s'était amorcé à la Renaissance prend une forme beaucoup plus radicale au XVIIIe siècle, et là, on change vraiment d'air. Avec la Renaissance, ce qui vient, c'est la culture moderne. Mais avec le XVIIIe siècle, c'est la société moderne qui naît. La société politique, avec l'apparition des démocraties modernes. La société économique, avec le capitalisme. Et la société, de manière générale, avec l'individualisme. Le 18e siècle donne des assises économiques, politiques et institutionnelles à la culture moderne développée au siècle précédent. On assiste à la montée en puissance de la classe bourgeoise. Les aristocraties tombent dans plusieurs endroits. Les bourgeois, qui sont ceux qui s'occupent de l'économie, les anciens marchands, sont ceux qui prennent de plus en plus de force avec l'apparition du capitalisme, ou avec l'effervescence du capitalisme, avec la révolution industrielle. Et évidemment, ce sont eux qui accèdent le plus aux postes de pouvoir dans les sociétés démocratiques. Le 18e siècle, c'est aussi le siècle du progrès. Donc, il pose les bases de la modernité. Pour les gens du 18e siècle, leur siècle, ils sont conscients de leur siècle, c'est celui du progrès. C'est un mythe, le mythe du progrès qui se met en place. On commence à croire que l'humanité est perfectible, qu'on peut aller vers le mieux dans tous les domaines. On va se servir des sciences naturelles pour revoir notre façon de voir. Les systèmes de connaissances des philosophies grecques et romaines et de la pensée chrétienne étaient des systèmes clos. Il y avait un ensemble de réponses définitives. Par exemple, l'allégorie de la caverne, c'est une très belle allégorie, mais ces enseignements sont limités. Lorsque vous lisez Platon, vous avez une structure fermée sur elle-même. De la même manière, lorsque vous lisez la Bible, comme pour toutes les religions, la structure, elle est fermée sur elle-même. Dans le sens où toutes les réponses sont définies. Et là, on va plus loin. Notamment grâce à la science, et on va y revenir. Le 18e siècle, on dit que c'est le siècle des Lumières. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lumière? Lumière veut dire raison. Comme dans l'expression, on va faire la lumière sur cette affaire, dans une enquête par exemple. Faire la lumière, c'est éclairer un problème, c'est le rendre compréhensible, intelligible. Le 18e siècle, c'est le triomphe de la raison. Pour les Grecs et les chrétiens, le monde était rationnel, en ce sens qu'il y avait un sens dans le monde et on pouvait le comprendre. Au 18e siècle, c'est l'être humain qui est conçu comme un être rationnel. C'est lui qui possède les capacités pour rendre le monde autour de lui intelligible. Alors, qu'est-ce que c'est la raison? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, la raison, on l'aperçoit désormais comme une faculté subjective qui donne à l'être humain toute sa liberté. Si on enseigne à l'école certaines vérités aux êtres humains, ils seront plus à même d'examiner de manière critique le monde qui les entoure et prendre des décisions les plus rationnelles possibles. Ils seront capables de prendre leurs décisions par eux-mêmes s'ils ont la capacité critique qui s'appuie sur des faits observables. La raison, c'est aussi donc une instance critique. C'est une instance critique qui permet de se protéger contre l'ignorance et les préjugés. La pensée humaine, à cette époque-là, ne se veut plus obéissante ou contemplative, elle se veut revendicatrice, elle se veut critique. L'esprit critique qu'on essaie de développer à l'université, c'est un peu de cette époque-là qu'il vient.
On vous demande, comme étudiant, de ne pas juste absorber les préjugés environnants, mais de les critiquer, de vous positionner et de prendre une décision après avoir pris un pas de distance par rapport à ce qui vous entoure. La raison, c'est aussi une valeur. Donc, on l'a dit, c'est une faculté subjective, c'est une instance qui permet de se protéger par rapport à l'ignorance et aux préjugés. Et c'est aussi une valeur qui s'oppose à d'autres réalités, comme la foi, l'autorité et l'ignorance. À la Renaissance, les penseurs étaient fortement religieux. Au XVIIIe siècle, on commence à critiquer la religion. C'est le début de l'athéisme moderne. La raison s'oppose aussi aux monarchies. Emmanuel Kant, à l'occasion d'une enquête sur les grands penseurs, Emmanuel Kant, qui était un Allemand, Kant dit que le siècle des Lumières, c'est l'âge de la majorité. Avant, l'homme devait toujours vivre sous la tutelle d'une autorité pour lui dire quoi penser, que ce soit des philosophes, des évêques ou des rois. Donc, il était un peu comme un mineur. Mais là, il devient majeur. Et être majeur, ça signifie d'avoir le droit de penser et de décider par soi-même. Kant dira « Ose penser par toi-même ». Et ce sera la devise du siècle des Lumières. Dans ce contexte, l'instruction a 3 buts. Connaître le monde, contrôler le monde et le dépasser par la critique. Connaître le monde par la science, contrôler le monde avec les industries et les machines et le dépasser par la critique avec cette faculté dont je vous parlais. En ce qui a trait à la science, il faut comprendre que la raison, au XVIIIe siècle, émerge de l'observation des faits. Au contraire de la scolastique contemplative du Moyen Âge, la raison du XVIIIe siècle est orientée vers le monde réel, la vie active et les problèmes pratiques. De cette raison découle la science comme un nouveau modèle de connaissance. Toute réalité, qu'elle soit matérielle ou morale, est analysable. On peut la décomposer, percevoir chacun de ces éléments. Et c'est un système ouvert, toujours en progrès. On en sait moins aujourd'hui qu'on va en savoir demain. Le savoir humain est perfectible, on peut devenir plus savant et nos connaissances peuvent devenir plus éprouvées. L'humanité s'améliore et elle est perfectible. L'éducation va s'imprégner de cette idée puisqu'elle vise à rendre l'être humain meilleur. Mais c'est très important cette idée de science. Vraiment, la science moderne émerge à ce moment-là. Et c'est ce qui va révolutionner en grande partie les siècles subséquents. Un autre aspect majeur, c'est celui de la révolution industrielle. Le 18e siècle, c'est le siècle du capitalisme et de la révolution industrielle. On passe d'un univers où les forces étaient humaines ou naturelles. Donc, c'était l'être humain qui travaillait au champ, puis il y avait un moulin à vent, le moulin à eau. On passe de cet univers-là à un univers où des machines entrent en action. En Angleterre, en 1760, par exemple, on invente les premiers métiers à tisser automatique. C'est l'âge de l'industrie. Et c'est d'ailleurs une des visées de la science moderne, de dominer le monde pour le plier à la volonté humaine. On a l'impression à ce moment-là que tout est possible, qu'on peut tout comprendre, qu'on pourra un jour tout comprendre, mais que tout est toujours en progrès et qu'en comprenant mieux, on peut contrôler mieux. Le 18e siècle, c'est aussi le siècle de la culture française, alors qu'aujourd'hui, tout est anglo-saxon, que ce soit les articles scientifiques, la musique, les films. À cette époque-là, c'est vraiment le siècle des philosophes et de la culture française. La Renaissance était italienne, notre époque, elle est anglo-saxonne. Le 18e siècle, c'est le siècle de la culture française et les élites de tous les pays européens apprennent le français. Le français, c'est la langue qui rayonne. C'est aussi le siècle de l'encyclopédie, la première fois qu'il y a eu une encyclopédie. Donc au 18e, il y a eu des grands philosophes contemporains de Rousseau, tels que Locke, Newton, Hume. Et il faut mentionner qu'un des héritages incontestables du siècle des Lumières, c'est l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Cet ouvrage est le premier du genre et tente de rassembler toutes les connaissances et idées acquises jusque-là. C'est vraiment cette idée de dire qu'on va essayer de rassembler toutes les connaissances dans un seul ouvrage. C'est vraiment une percée majeure. Une autre percée majeure, c'est les grandes révolutions politiques. La raison est une faculté individuelle qui est liée à l'affirmation des droits.
puisque tous les êtres humains sont égaux face à la raison. Donc tous les êtres humains sont dotés d'une raison et leur raison, elle est équivalente. Et si tous les êtres humains sont égaux face à la raison, alors ils peuvent se gouverner eux-mêmes en suivant la volonté générale. Donc vous comprenez, chaque être humain a la raison, il peut décider. On rentre dans une époque où l'humanité entre à l'âge de la majorité, donc elle devient majeure, elle ne veut plus vivre sous tutelle, mais il faut quand même vivre en société. Et là, il arrive cette période de l'émergence des grandes démocraties. Donc le 18e siècle, c'est le siècle des révolutions politiques. À la fin du 17e siècle, il y a la révolution anglaise. On garde la monarchie, mais il y a un parlementarisme qui s'établit. Il y a la Révolution française en 1789 qui va se répandre partout en Europe. Les aristocrates de partout en Europe ont peur. Peu de temps après, il y a la Révolution américaine. On voit réémerger une idée grecque qui avait disparu, la démocratie. Toutes les sociétés entre le 4e siècle avant Jésus-Christ et le 18e siècle ont été autoritaires, dominées par les rois ou les églises. Le peuple n'avait jamais voix au pouvoir et le 18e siècle marque une révolution parce que les gens ordinaires commencent à participer à la vie politique. Ils ont le droit de s'exprimer. Et c'est un changement dont on vit encore les conséquences. Donc c'est le siècle des États modernes, le 18e siècle. C'est la première fois qu'on voit des structures de pouvoir avec une bureaucratie gouvernée par un pouvoir central qui se mettent en place. Oui, il y avait une certaine bureaucratie qui avait émergé au 14e, 15e, 16e siècle. Mais là, vraiment, on commence à compter les populations, à faire des impôts systématiques. Tous les citoyens doivent s'identifier. Ils commencent à avoir certains bénéfices sociaux donnés à certaines classes pour éviter qu'elles se rebellent. Il y a la mise en place de règlements pour le commerce, pour les corporations, pour les professions. La société entre dans la phase des États administrateurs, phase dans laquelle on n'est toujours pas sorti. Mais c'est une transformation radicale. Il y a un État qui commence à assurer des fonctions collectives. Et maintenant, passons à Jean-Jacques Rousseau. Mais je pense que c'est important de comprendre le 18e siècle parce que Jean-Jacques Rousseau, c'est à la fois il est un homme de son siècle et à la fois un des grands critiques de son siècle. Jean-Jacques Rousseau, c'est l'un des plus grands philosophes de cette époque et c'est l'un des plus grands penseurs de la politique moderne. Et il va publier le Contrat social, dans lequel il va dire que tous les hommes naissent libres et égaux. Je ne sais pas si vous réalisez, mais cette phrase-là, de Rousseau, on la retrouve dans la Déclaration d'indépendance américaine et dans la Déclaration des droits de l'homme en France. Donc les êtres humains sont libres et peuvent ensuite former une société et définir librement les règles qui gouvernent la société. Rousseau, c'est aussi un individualiste, c'est un théoricien de la liberté. Ce qui caractérise l'être humain, pour Rousseau, c'est la liberté individuelle qui se prolonge en liberté collective. L'animal n'est pas libre, il est soumis à ses besoins. L'être humain, par la raison, est libre et cette liberté-là peut devenir collective. Nous naissons libres. Ça, c'est important de le dire. Nous naissons libres. C'est quelque chose que nous avons à la naissance. C'est pas quelque chose que l'on nous accorde. C'est pas quelqu'un, une autorité qui nous donne notre liberté. Nous sommes intrinsèquement libres. Et les peuples sont donc intrinsèquement libres aussi. Le droit d'autodétermination des peuples vient de cette idée politique. Rousseau est un homme de son siècle, donc, qui valorise la raison, l'esprit critique et le progrès. Mais il va aller plus loin que les autres. Il va critiquer ce qu'il valorise. Rousseau dira que le progrès et la rationalité ont aussi un côté sombre. Pour Rousseau, la science ne rend pas fondamentalement l'homme meilleur. On avait une certaine vision à partir de la Renaissance que l'homme savant est automatiquement bon, puisqu'il sait. Et même au XVIIIe siècle, plusieurs le pensent. Rousseau dit non. La science peut servir le bien comme le mal. La seule chose qui est bonne, selon Rousseau, c'est la pureté du cœur. Rousseau, c'est un des premiers à douter de la modernité. Il va dire que l'accumulation du savoir, des technologies et le développement de l'industrie ne procure pas forcément la sagesse. Rousseau dit que c'est pas parce qu'on est instruit qu'on est sage. Rousseau s'attaque donc à corriger les excès de la froide logique de son siècle. Et donc, on va passer à la section sur l'éducation.
Rousseau s'oppose à son siècle en termes d'éducation. Pour Rousseau, l'éducation est basée sur une opposition fondamentale entre la nature et la culture, ou entre la nature et la société. L'homme naturel est parfait. Lorsqu'il naît, l'enfant est parfait. Il est bon et il est libre. Mais la société risque de le corrompre. À noter qu'à partir du 15e et du 16e siècle, on a évidemment, à cause des voyages en Amérique, on a découvert des peuples différents. Les Européens ont découvert des peuples. Et on a amené certains de leurs représentants, qu'on appelait des sauvages, en Europe, pour les étudier, les civiliser, les christianiser et même les éliminer. Au 18e siècle, Rousseau affirme que ces peuples sont meilleurs que la société occidentale, ce qui est franchement révolutionnaire. Les peuples sont meilleurs parce qu'ils vivent plus près de la nature. Pour Rousseau, il s'agissait de bons sauvages, c'est son expression. Des bons sauvages versus une société du 18e siècle artificielle. La nouvelle société créait des désirs inappropriés à la nature des êtres humains. Le désir de l'argent, le désir de bien paraître. Ce sont des désirs de la société qui ne sont pas naturels. Pour Rousseau, ces faux désirs engendrent de la souffrance, le mal et la corruption. La société est en train de nous artificialiser. On devient des marionnettes pour servir les besoins de l'industrialisation. Là, on est avant Karl Marx, on est avant le communisme. Et vous allez voir qu'il y a certaines phrases que je vous dis en ce moment que vous entendez encore aujourd'hui. Parce que pour Rousseau, la société est en train de nous rendre artificiels, elle nous crée des faux besoins qu'on n'arrive pas à combler, qui créent de la souffrance, alors que si on revenait à un état naturel, on serait heureux. C'est pour ça que Rousseau propose un retour involutif au lieu de évolutif, donc un retour en arrière, soit un retour à ce qui est fondamental. Rousseau propose une éducation qui reprend la société à zéro, à partir de l'enfant. Pourquoi l'enfant? Parce qu'on ne peut pas changer la société qui existe déjà. Il y a juste une façon de changer la société et de l'améliorer, c'est de changer l'éducation des enfants. Parce que ce sont eux la société de demain. Ça, il y a encore beaucoup de gens qui le disent. Et toutes les révolutions, d'ailleurs, politiques se basent sur un changement d'éducation. En proposant de favoriser des êtres humains libres, Rousseau pense que ceux-ci pourront changer la société. Dans son livre « L'Émile », ou Émile, Rousseau présente une utopie centrée autour des idées suivantes. On peut refaire la société à partir de l'enfant, parce que l'enfant est un être humain plus proche de la nature, qui n'est pas encore contaminé par la société artificielle. L'enfant naît libre et bon, l'enfant est meilleur que l'adulte à la naissance. C'est quand même impressionnant comme pensée. L'enfant devient le modèle. L'enfant ne doit surtout pas ressembler aux adultes. Il ne faut pas que l'éducation soit une série d'impositions décidées par les adultes. Les adultes sont progressivement corrompus par la société qui les entoure. L'enfant doit être le modèle. À noter que avant ce Rousseau, on peignait souvent les enfants, même dans les peintures, comme des petits adultes. On faisait pas la différence. L'enfant était un adulte miniature. Rousseau dit non, non. L'enfant a une vie qui lui est propre et il doit être notre modèle. Rousseau va développer 3 lois psychologiques. Vous les trouvez à la page 92 de votre livre. Les 3 lois psychologiques qu'il faut respecter en éducation. 1. Respecter la marche de l'évolution mentale de l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on dit respecter le rythme d'apprentissage. Chaque enfant apprend à un rythme différent, à un rythme qui lui est naturel. On ne peut pas imposer un rythme artificiel. Il faut laisser la nature humaine faire son travail. 2. Laisser les fonctions intellectuelles de l'enfant fonctionner librement afin qu'elles se développent. On ne peut pas apprendre à lire en quelqu'un en lisant à sa place. Une personne va développer une fonction, une habileté, que si la personne la met en pratique. C'est l'idée de l'apprentissage expérientiel ou par l'expérience. On ne peut apprendre qu'en faisant quelque chose. La personne qui nous le montre ne nous l'apprend pas. Elle nous montre seulement qu'elle sait le faire. Troisièmement, l'action naturelle répond aux besoins de l'enfant et il faut donc préserver ce goût naturel de l'enfant pour l'apprentissage. Tout enfant naît avec un désir de comprendre son univers autour de lui
Et il faut donc préserver ce goût naturel pour l'apprentissage. On dit qu'il s'agit d'une révolution copernicéenne de l'éducation. Alors, qu'a fait Copernic? Il a montré que c'était pas la Terre qui était au centre de l'univers, mais le Soleil, et que la Terre tournait autour. C'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Rousseau va faire la même chose. Dans la pédagogie, il y avait 3 planètes, on pourrait dire. La première planète, c'est les savoirs qu'on doit apprendre. Dans la culture grecque et ancienne, les philosophes mettaient l'accent sur les savoirs, à acquérir les idées de Platon. La deuxième planète, c'est celle du maître, celui qui enseigne. On a vu que le maître représentait l'autorité, surtout avec les pédagogies du XVIIe siècle, avec les frères des écoles chrétiennes, avec les jésuites. On est vraiment là. Le maître est celui par lequel passe l'apprentissage. Jusqu'à Rousseau, les planètes dominantes sont donc le savoir et le maître. On appelle d'ailleurs maître parce que l'enfant lui est subordonné, il gravite autour du maître. Rousseau s'oppose à cette vision. Le soleil de la pédagogie, pour lui, c'est l'enfant. Le savoir doit être au service de l'enfant et le maître doit perdre son statut d'être au centre et se mettre au service de l'enfant. C'est lui qui doit tourner autour de l'enfant et non pas l'enfant qui doit tourner autour du maître. C'est ce qui va jeter les bases de la pédagogie moderne. Le maître n'est plus le soleil, c'est l'enfant qui est le centre de l'acte pédagogique. L'enfant va devoir apprendre à vivre en société, c'est vrai, c'est pour ça qu'il va falloir l'éduquer. Mais pas l'éduquer en fonction du maître, en fonction de ce que le maître sait ou ce que la société a dit au maître de transmettre à l'enfant, mais plutôt en fonction de la nature de l'enfant. Tous les grands thèmes aujourd'hui qu'on voit, beaucoup des grands thèmes, viennent de Rousseau. Je préciserai que les philosophes contemporains de Rousseau disaient que le savoir rendait libre. Rousseau leur rappelle que l'homme est déjà libre. Il est déjà libre, avant même de savoir quoi que ce soit. Et le savoir peut l'aider à se développer, à mieux comprendre qui il est autour de lui, à prendre de meilleures décisions, à vivre en société, mais le savoir peut aussi le corrompre. Pas le savoir en soi, mais la société froide et matérialiste peut le corrompre. La pensée de Rousseau se base sur 2 grands principes, et ça, ils sont particulièrement importants. À l'image de Kant, Emmanuel Kant, Rousseau dit que l'homme ne doit pas être considéré comme un moyen, mais comme une fin. Ça, c'est vraiment important. L'être humain est une fin en soi. On ne peut pas utiliser un être humain pour parvenir à une fin. L'être humain est une fin. Avant Rousseau, l'éducation voulait former des êtres humains pour un but, en faire un savant, un croyant, un soldat. On éduquait les gens au service d'une cause qui n'était pas eux. On les éduquait comme des moyens au service d'un but. Et même plusieurs des révolutions qui vont changer le mode d'éducation, c'est pour éduquer les enfants pour qu'ils répondent à la grande cause, que ce soit la victoire du prolétariat ou la société capitaliste, peu importe, ou même pour la démocratie actuelle, on les forme pour une cause qui n'est pas eux. On les éduquait comme des moyens. On les éduque pour une cause qui n'est pas eux. Mais pour Rousseau, le but de l'éducation, c'est l'homme lui-même. Le but de l'éducation, c'est pas de former tel homme ou tel autre type d'homme. Ce n'est pas de former un médecin ou un avocat ou de former un enseignant. Le but, c'est de traiter l'homme comme une fin absolue. C'est de former l'homme tel qu'il est dans sa liberté originelle. Rousseau va dire, ce que je veux former, c'est l'homme entier, celui qui est désir et besoin, passion et raison, puissance et intellect. C'est la finalité suprême de l'éducation, former un être humain dans son essence même. Rousseau radicalise l'humanisme de la Renaissance. Il va vraiment plus loin. Il dit qu'il veut former l'homme complet, bon et libre. L'homme complet. Aujourd'hui, on va dire apprendre à vivre ensemble, les savoirs, savoir-faire, savoir-être, savoir-vivre ensemble. Pour Rousseau, c'est tout ça ensemble. Tout. L'être humain comme être complet. Le deuxième grand principe, c'est qu'à la société et à la culture, Rousseau oppose l'état de nature. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas de diriger l'enfant ou de le faire obéir, mais de le laisser faire et de le laisser être. Pas dans une absence totale.
Il y a évidemment un rôle de guide qui permet par exemple à l'enfant de mieux percevoir ce qu'il y a autour de lui, ou par exemple de lui donner une rétroaction quand il fait des choses pour qu'il comprenne pourquoi ça a fonctionné ou que ça n'a pas fonctionné. Mais il faut laisser l'enfant se développer librement sans entraver son développement. L'éducation doit imiter la nature et suivre son développement naturel. Rousseau parle beaucoup de la nature. C'est l'idée de dire que l'enfant doit comprendre, si l'enfant est mis en contact avec la nature, il va comprendre qu'il y a des choses qu'il ne peut pas modifier. La nature, on ne peut pas, elle nous limite. Une fois qu'on a compris ça, si on vit à l'intérieur de la nature, donc à l'intérieur on comprend ses propres capacités, on comprend qu'il y a les lois comme la loi de la gravité, puis qu'on peut pas se voler dans les airs, puis on comprend que si on reste debout toute la nuit, ben on va être fatigué le lendemain. On comprend certaines choses et qu'on vit à l'intérieur de celles-là, on va être heureux. Après, on va comprendre qu'il y a des lois de la nature puis il y a des lois de l'humain. Mais les lois de l'humain, comme par exemple arrêter un feu rouge ou aller voter aux 4 ans, ce sont des lois qui ont été faites par des humains et qu'on peut modifier. Et l'enfant doit apprendre qu'il peut, comme être humain, membre d'une société, modifier ces lois-là. Bref, revenons à la nature. L'enfant est maître de son développement et c'est dans l'exploration libre que l'enfant apprendra les lois de la nature. Rousseau dira dans son livre Émile, « Il n'y a qu'une science à enseigner aux enfants. C'est celle des devoirs de l'homme. J'appelle plutôt gouverneur que précepteur le maître de cette science, puisqu'il s'agit moins pour lui d'instruire que de conduire. Il ne doit point donner de préceptes, il doit les faire trouver. » Ce que Rousseau dit par là, ça c'est à la page 18 de son livre, c'est que dans ce contexte-là, l'enseignant ou l'éducateur, ou ce que lui va appeler le gouverneur, il ne doit pas enseigner ce qui est, il doit montrer les choses et l'enfant le découvrira par lui-même. Quelles sont les conséquences de cet enseignement de Rousseau? L'enfant est modèle. Les humanistes de la Renaissance, comme j'ai dit, prenaient l'adulte pour modèle et disaient souvent que les enfants étaient des adultes miniatures. Pour Rousseau, l'enfant a une nature qui lui est propre. Rousseau fut le premier découvreur de l'enfance comme état fondamental, distinct de l'âge adulte. Il a même identifié des stades de développement avant Piaget. Dans son livre, encore, Émile, à la page 35, Rousseau dira « Homme, soyez humain. C'est votre premier devoir. Soyez-le pour tous les états, pour tous les âges, pour tout ce qui n'est pas étranger à l'homme. Quelle sagesse y a-t-il pour vous hors de l'humanité? Aimez l'enfance, favorisez ses jeux, ses plaisirs, son aimable instinct. Qui de vous n'a pas regretté quelquefois cet âge où le rire est toujours sur les lèvres et où l'âme est toujours en paix? Pourquoi voulez-vous ôter à ces petits innocents la jouissance d'un temps si court qui leur échappe et d'un bien si précieux dont ils ne sauraient abuser? Pourquoi voulez-vous remplir d'amertume et de douleur ces premiers ans si rapides qui ne reviendront pas plus pour eux qu'ils ne peuvent revenir pour vous? Ce que Rousseau dit dans son livre, Émile, c'est aimer les enfants pour ce qu'ils sont, laissez-les être des enfants et arrêtez de leur imposer un modèle d'adulte. Ils deviendront adultes bien assez vite. J'ai d'ailleurs mis le lien vers une copie complète du livre Émile en PDF sur le site, sur le Studium. Petite anecdote comme ça, mon fils s'appelle Émile. Mais j'avoue que c'est pas à cause d'Émile de Rousseau, quoique j'y ai pensé quand même. Une autre, donc, on revient. La première conséquence, l'enfant est modèle. Deuxième conséquence, l'enfant est actif. Il n'est pas un être passif qui reçoit tout de l'extérieur. C'est lui qui porte en lui son apprentissage. Il est absurde de déverser des savoirs abstraits par la seule force de la punition puis de la récompense. Si vous vous rappelez votre pédagogie du XVIIe siècle, là, l'idée de punition, de récompense publique, là, l'humiliation et tout, c'est absurde pour Rousseau. La liberté, elle est action, et c'est dans l'activité que l'enfant se forme, et pour le mettre en action, il faut partir de ses jeux, de ses explorations sensorielles, de ses passions, de ses besoins. Le but de l'éducation est de former un être humain libre, pas de remplir la tête de 1000 choses inventées par l'adulte. L'homme ne peut devenir libre que s'il est traité librement. Alors,
Ça, c'est une pensée qui, à mon sens, est quand même doit être un peu provocante pour un enseignant. Parce qu'un enseignant qui dirait que les enfants doivent se montrer dignes de leur autonomie avant de leur accorder l'autonomie, Rousseau dirait non. L'enfant est libre à la base et il se montrera digne de son autonomie que si vous lui laissez être autonome. On ne peut apprendre l'autonomie avant qu'on nous la laisse. Rousseau dit à l'enseignant de laisser l'enfant libre, et c'est en laissant l'enfant libre qu'il apprendra à gérer sa liberté, à l'en faire profiter, à la faire rayonner, et à ne pas empiéter sur celle des autres, puisqu'évidemment il vit en groupe. Et c'est un renversement. On n'attend pas que l'enfant soit digne d'autonomie pour lui donner son autonomie. On le laisse être autonome pour qu'il s'en montre digne par la suite. Le rôle de l'éducateur, ça c'est la quatrième conséquence, le rôle de l'éducateur est donc de former un individu en harmonie avec son milieu. Le bonheur vient du fait de mettre un frein à ses désirs. Parce que Rousseau va mettre vraiment l'accent sur la distinction entre des besoins et des désirs. Mais le frein, il n'est pas socialement imposé. Il vient des contraintes de la nature qui peuvent être ressenties par l'enfant. L'enfant ne se rebellera pas s'il comprend la nécessité des choses et non l'arbitraire des hommes. S'il comprend qu'il y a des choses dans la nature, je vous en ai parlé tantôt, là, j'ai parlé de gravité, j'ai parlé de fatigue, etc. Bon, s'il comprend la nécessité des choses, il ne se rebellera pas. Le rôle de l'éducateur est aussi de protéger l'enfant de la société. C'est ce qu'on va appeler l'éducation négative. L'éducation négative, c'est pas de dire non à l'enfant, c'est de dire non à la société des adultes qui brimeraient l'enfant ou limiteraient son développement. L'éducation négative, c'est l'éducation contre tous les obstacles qui empêchent le libre développement de l'enfant. C'est l'éducation de l'affirmation de la liberté. L'éducation doit avoir un temps et un espace où l'enfant peut s'exprimer librement. Donc, il faut créer un espace de protection. C'est ce qu'on appelle l'éducation négative. Avant de contraindre, et ça, c'est quand même quelque chose aussi qui est assez provoquant pour certains enseignants. Avant de contraindre l'enfant et de lui dire « assis-toi, ouvre ton livre, fais ton exercice », Rousseau dit « prenez le temps de regarder les enfants vivre, de les observer, de les écouter. Apprenez de vos élèves parce que vos élèves sont le soleil de votre système pédagogique. Ça implique que voir l'enfant tel qu'il est, ça implique aussi de le laisser faire l'enfant et de laisser faire la nature. L'éducateur ne produit aucune action informative car l'apprentissage vient de l'expérience des choses. Évidemment, guider l'enfant dans ses découvertes, c'est nécessaire. Mais regardez bien ça, bien avant Piaget, Rousseau suggère que l'enfant se développe selon les styles naturels. Il faut donc observer ce style naturel pour proposer un environnement stimulant qui corresponde à ce que l'enfant est. Bien avant Dewey, Rousseau parle de la pédagogie expérientielle, expérimentale, l'idée d'apprendre par l'expérience. L'apprentissage vient de l'expérience des choses. Et bien avant Rogers, Rousseau dit que tout être humain naît avec cette volonté d'apprendre et de découvrir. Rogers va dire la même chose 2 siècles après.